Vous savez, il n'y a pas plus isolé que celui qui s'entoure de personnes qui lui ressemblent. Mais non. Et le problème, c'est qu'il n'a pas autour de lui des hommes et des femmes qui lui disent non, il faut retirer cette réforme des retraites. Ça ne passe pas, on s'y est mal pris, ça a été mal négocié, c'est une vraie violence, on a mal calculé, mal calibré les choses, on a menti, le gouvernement a menti plusieurs fois, même le Conseil constitutionnel le dit. Et donc, il faut retirer ça. C'est-à-dire, la France subit là une épreuve terrible. On renvoie une image dans le monde entier, regardez la presse internationale, c'est même humiliant. Donc le vrai mystère, c'est pourquoi ce gouvernement, à qui a-t-il promis cette baisse des retraites ? Est-ce que c'est au marché financier ? Est-ce que c'est aux banques ? Est-ce que c'est à l'Europe ? À qui a-t-il promis cette baisse des retraites pour ne pas comprendre qu'il faut retirer ? Bonsoir Ségolène Royal, bienvenue dans cette émission. Refuser la cruauté du monde, le temps d'aimer est venu, c'est le titre de votre dernier livre aux éditions du Rocher. On va en parler évidemment, mais on a envie d'avoir votre regard sur l'actualité, évidemment, l'actualité politique en particulier. Emmanuel Macron était aujourd'hui en déplacement en Charente-Maritime sur un thème qui vous est évidemment cher, l'éducation et notamment les lycées professionnels. On va d'abord écouter les casserolades parce que maintenant c'est une tradition à chaque déplacement présidentiel. Il y a ces manifestants qui viennent le poursuivre pour lui dire non à la réforme des retraites. Est-ce que c'est un mode de contestation que vous légitimez d'abord ? Vous le comprenez, cette utilisation des casseroles ? Eh bien, écoutez, c'est pas moi de légitimer. Je crois qu'il y a une liberté de manifester, d'exprimer son désaccord ou ses souffrances par rapport à ce que l'on subit. Je crois que c'est cela surtout qui est en jeu. Mais quand vous dites il va au contact des Français, non. Il ne peut plus avoir de contact avec les Français puisque les manifestations sont interdites et il y a des cordons de sécurité qui l'empêchent d'avoir accès aux citoyens. Donc, ce qu'il rencontre... Village Potemkin, c'est ce que vous dites ? Un peu, oui. Un peu. Donc ce qu'on attend finalement de ce qu'il observe en se déplaçant sur le terrain, c'est qu'il en tire les conséquences, même si c'est déjà un peu tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Par exemple qu'il se rende compte qu'il faut retirer cette réforme et que massivement les Français n'en veulent pas. Donc un chef d'État qui est à l'écoute du peuple doit à un moment quand même se rendre compte que les Français refusent ce déclin annoncé et refusent d'être dépossédés, d'être dessaisis d'une partie des fruits de leur travail qu'est la retraite. Mais reculer aujourd'hui, après les violences que l'on a connues lors des dernières manifestations, ce n'est pas justement légitimer la violence, légitimer ce qu'ont fait les casseurs, Madame Royal ? Je pense qu'au contraire, c'est empêcher l'escalade de cette violence. Puisque lorsque un conflit dure, forcément, on le sait, regardez les Gilets jaunes, au début, les manifestations étaient très pacifistes. C'était les femmes retraitées qui sortaient sur les ronds-points pour contester un impôt qu'elles ne pouvaient pas payer. Là aussi, les choses ont été très pacifistes au début. Les organisations syndicales ont mené des manifestations extrêmement dignes, les citoyens aussi, les partis politiques aussi. Et le fait que le pouvoir compte sur le pourrissement du mouvement pour le délégitimer, ce n'est pas un bon calcul parce que ça fait du mal à la France, du mal au pays. On vit dans le chaos. Et la France est regardée dans le monde entier comme un pays d'un grand désordre. Les gens sont en souffrance, en incertitude, alors qu'il y a tant de choses à faire et qu'il y a tant de choses non seulement à réparer dans notre pays après le Covid, notamment le domaine de la santé et de l'éducation, mais tant de choses à faire pour préparer le futur. Donc là, c'est beaucoup de temps perdu, beaucoup de dépenses budgétaires publiques perdues, beaucoup d'entreprises qui souffrent de ces différentes manifestations, beaucoup de salariés qui perdent du pouvoir d'achat et du fruit de leur travail. Donc c'est beaucoup de dégâts. Beaucoup de policiers blessés. Vous regrettez, j'imagine, ces images terribles de ces policiers en feu et blessés. Mais bien sûr, c'est abominable de voir ça dans notre pays. À la fois des policiers blessés, des manifestants mutilés. Et on se demande si nous sommes encore en France. Donc comment se fait-il, c'est la vraie question, comment se fait-il que le pouvoir en place ne se dise pas à un moment, écoutez, on a compris, on n'avait pas bien compris, les tréfonds de la société française, il y a un refus massif malgré justement cette dégradation de la situation. Les Français continuent à refuser massivement cette réforme parce qu'ils se sentent dépossédés du fruit de leur travail, je le répète. Et ça, c'est grave d'aller déposséder les Français de 2 ans de leur travail. Avant d'écouter Emmanuel Macron, une petite question de Louis Dragnel d'Europe 1. J'avais une question pour vous. Je me souviens de votre campagne en 2007 et vous aviez parlé de l'ordre juste. C'est un concept qui avait beaucoup intéressé à l'époque. Et justement, qu'est-ce que c'est l'ordre juste confronté au rétablissement de l'ordre public aujourd'hui dans les manifestations? On le voit bien, tout le monde se sent un peu désemparé face aux casseurs. Qu'est-ce que vous feriez? C'est quoi la solution?
Et le désordre vient de l'injustice, précisément. Ce que les Français n'acceptent pas, c'est de voir tant d'argent d'un côté, par exemple, dans les dividendes boursiers. Le CAC 40 n'a jamais été aussi florissant. Oui, mais un policier a été brûlé avec des flammes. Non, mais vous me parlez de l'ordre juste. Oui. L'ordre, il vient lorsqu'il y a la justice. Les deux choses sont liées. Si les Français se révoltent aujourd'hui, c'est parce que les décisions sont non seulement brutales, cruelles, mais très injustes. Parce qu'il y a tant d'argent d'un côté dans le capitalisme financier, pour aller vite, les Français le voient bien, avec les dividendes qui sont versés et qui sont en plus exonérés de l'impôt de solidarité sur la fortune financière. Et d'un autre côté, on va leur prendre 2 ans de vie, c'est-à-dire qu'on modifie unilatéralement leur contrat de travail, et cela sans vote à l'Assemblée nationale. Donc il y a un grave dysfonctionnement aussi des institutions. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'il n'y ait pas eu de vote à l'Assemblée nationale est dû en grande partie à l'attitude de la NUPS, cette alliance de gauche qui a fait obstruction et qui n'a même pas permis aux députés d'aller jusqu'à l'article 7 qui prévoyait le report de l'âge légal de départ? Ce n'est pas tout à fait exact. Vous savez, si vous avez un cambrioleur qui vient chez vous, vous faites obstruction, vous fermez votre porte. Donc, l'abaissement des droits à la retraite est vécu par les Français comme un hold-up. Donc, vous faites obstruction. Ce sont les seuls, finalement, la gauche, qui s'est battue vraiment à l'Assemblée nationale pour empêcher ce recul social. On peut toujours contester ou commenter la façon dont ils l'ont fait, mais ils ont utilisé les procédures parlementaires pour empêcher que ce vote soit fait à l'Assemblée nationale. C'est à eux que l'on doit le fait que cette réforme n'ait pas été, que les Français refusaient massivement, n'ait pas été votée. Et le gouvernement, voyant qu'il n'avait pas la majorité, au fur et à mesure du débat, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les parlementaires de tous bords politiques se sont rendus compte, en revenant dans leur circonscription, que les gens, quelles que soient leurs opinions politiques, étaient farouchement opposés à cette réforme, surtout celles et ceux dont la retraite est le principal patrimoine. La retraite, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et ils n'acceptaient pas cette violence qui fait que tout d'un coup, on vous retire 2 mois de vie, 2 mois de travail, 2 mois de vie. Et qu'aujourd'hui, 2 ans de vie. On ne vous retire pas 2 ans de vie. On vous retire 2 ans de vie. Non. Mais si, Non, parce que regardez la mortalité aussi dans les métiers les plus difficiles, bien sûr. Beaucoup de gens arrivent à cet âge de la retraite en mauvaise santé, d'une part, et d'autre part, ça vous fait une décote lorsque vous partez à l'âge à laquelle, avant, vous partiez sans décote, vous perdez la surcote, alors que quand vous êtes rentré dans le processus, dans le monde du travail, avec vos contrats de travail, vous aviez cette perspective de partir à la retraite. Donc, vous voyez, c'est très violent. Une modification unilatérale du contrat de travail en cours de route, alors que par ailleurs, les prélèvements ne sont pas faits sur les plus riches. Il y a quelque chose qui ne va pas et qui crée la violence. Est-ce que vous jugez l'attitude de la Première ministre, Elisabeth Borne, à travers toute cette réforme des retraites? Comment est-ce que vous la qualifieriez? Elle a été droite dans ses bottes, elle a tenu le cap, elle a été autoritaire, elle a été pas à l'écoute. C'est pas une question de personnalisation de tel ou tel. C'est une question de... Pourtant, vous la critiquez largement. Dans les formes d'exercice du pouvoir, puisque ne pas avoir reçu l'intersyndicale quand même pendant tout le processus de décision, même dans les pays voisins de l'Europe, les gens ne comprennent pas pourquoi le chef du gouvernement ne reçoit pas les organisations syndicales dans le processus même d'élaboration du texte. Et par ailleurs, aujourd'hui, il y a 2 choses. Il y a d'abord un refus de voir la réalité des choses, c'est-à-dire la façon dont vivent les Français, la façon dont les Français vivent cette réforme avec un sentiment vraiment de grande violence. Ils refusent le déclin du modèle social français. Les Français ont parfaitement compris que si la barrière des retraites basculait, tout le reste bascule, puisqu'ils voient que parallèlement, l'hôpital n'est pas remis à niveau. Vous savez qu'il y a des maternités qui ferment aujourd'hui parce que toutes les infirmières sont en burn-out. Les internes, pareil, il manque des postes. Donc, toutes les promesses qui avaient été faites de remise à niveau du système de santé ne sont pas tenues. Donc, ils se disent qu'il y a une vraie volonté de laisser se dégrader ce qui est notre patrimoine commun et que finalement, la seule valeur qui existe dans cette société, c'est l'argent. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas profitable, tout ce qui n'est pas rentable est éliminé, à tel point que la privatisation des services rendus aux personnes vulnérables, comme dans les EHPAD et dans les crèches. Vous avez vu la montée des maltraitances dans les crèches. C'est quelque chose quand même qui révolte, qui fait vraiment mal au cœur, parce que la privatisation des soins aux personnes vulnérables ne peut pas donner du profit, ni payer les actionnaires. C'est incompatible. Donc, il y a vraiment le choix d'un modèle de société, et c'est pour ça que les Français, malgré les épreuves qu'ils ont subies,
sont farouchement présents pour dire non au basculement et non au déclin. Une question du Usaid, du service politique de CNews. J'entends les critiques très sévères que vous formulez à l'encontre d'Emmanuel Macron. Vous semblez dire en fait qu'il est responsable de beaucoup des maux que nous connaissons dans notre société. Il est écrit en première page de votre livre « Le temps d'aimer est venu ». Est-ce qu'au fond, vous ne considérez pas qu'Emmanuel Macron, son principal problème, c'est qu'il n'aime pas les Français, tout simplement? Est-ce que vous considérez que le problème, à la base, vient de là? Je pense qu'il ne connaît pas les profondeurs de la France parce qu'il n'a pas fait ce cheminement, ce long cheminement, et d'être élu, d'être sur le terrain, de savoir ce que c'est que manquer, de savoir qu'est-ce que c'est de ne pas pouvoir boucler ses fins de mois. Il n'a pas connu ce cheminement, il a été très protégé. Mais c'est pas grave, c'est son cheminement. Mais quand vous avez un profil comme celui-ci, vous vous entourez de gens différents. Mais est-ce qu'il aime les gens? Vous savez, il n'y a pas plus isolé que celui qui s'entoure de personnes qui lui ressemblent. Mais non. Et le problème, c'est qu'il n'a pas autour de lui des hommes et des femmes qui lui disent non, il faut retirer cette réforme des retraites. Ça ne passe pas, on s'y est mal pris, ça a été mal négocié, c'est une vraie violence, on a mal calculé, mal calibré les choses, on a menti, le gouvernement a menti plusieurs fois, même le Conseil constitutionnel le dit, et donc il faut retirer ça. C'est-à-dire, la France subit là une épreuve terrible. On renvoie une image dans le monde entier, regardez la presse internationale, c'est même humiliant. Donc le vrai mystère, c'est pourquoi ce gouvernement, à qui a-t-il promis cette baisse des retraites? Est-ce que c'est au marché financier? Est-ce que c'est aux banques? Est-ce que c'est à l'Europe? À qui a-t-il promis cette baisse des retraites pour ne pas comprendre qu'il faut retirer? Et pour répondre à votre question, il y a deux façons d'exercer le pouvoir. Soit aimer le pouvoir et se regarder dans une société comme on voudrait qu'elle soit et non pas comme elle l'est vraiment, soit aimer les hommes et les femmes qui vous ont donné provisoirement ce pouvoir pour que vous en fassiez le meilleur usage, et en particulier pour que vous fassiez du bien, pas pour que vous fassiez du mal. Vous voyez, un pays, c'est comme une famille. Vous ne tapez pas sur la tête de vos enfants en leur disant « on a dit ça, ben on va te taper sur la tête jusqu'à ce que tu obéisses ». Non, on réajuste les choses et on fait grandir ses enfants en les encourageant, en leur donnant le meilleur d'eux-mêmes, en les faisant participer à un projet, en leur donnant une vision sur le futur. Ben, c'est pareil. Pour un pays, il faut arrêter de nous taper sur la figure. Est-ce qu'il y a une alternative politique à Emmanuel Macron aujourd'hui en France, Ségolène Royal? Pour l'instant, non. Pour l'instant, de toute façon, il y a encore 4 ans. On a l'impression de vivre un fin de règne, c'est ça le paradoxe. Ça va être long, les 4 ans? Ça va être long. C'est pour cela que moi, j'espère encore qu'il va retirer cette réforme, ramener de l'ordre juste, ramener la paix sociale, pour que l'on puisse passer à autre chose. Regardez là, il y a des alertes qui ont été lancées sur la question climatique, avec l'écart entre les discours et les actes. C'est un chantier quand même extraordinaire, formidable, positif. Des contraintes supplémentaires, bien sûr, mais se profile devant nous le problème de la sécheresse, dans tous les pays du monde d'ailleurs. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Il y a plein de choses à faire. La récupération de l'eau de pluie, la récupération de l'eau des stations d'épuration, les circuits doubles pour éviter d'utiliser de l'eau potable dans les sanitaires. Il y a énormément de choses à faire. Il ne fait rien là-dessus, Emmanuel Macron? Mais il se passe rien, puisque tout est focalisé et tout est gelé par ce conflit social énorme. Donc il faut arrêter le conflit social pour commencer à défendre les intérêts de la France et développer les filières de la croissance verte et de l'économie verte et bien d'autres choses encore. Et la remise à niveau de l'école et de la santé. Là, il y a 2 urgences absolument criantes. Il était en déplacement aujourd'hui en Charente-Maritime, le président Macron, sur le thème du lycée professionnel. Il dit voilà, on va mettre 1 milliard d'euros par an sur la table pour investir dans les lycées professionnels. Il y aura des stages, des indemnités pour les jeunes qui partent en stage. C'est une bonne chose. Il faut favoriser l'enseignement professionnel. Bien sûr, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Bien sûr, ça date pas d'aujourd'hui, oui, bien sûr. Donc là-dessus, vous faire de l'apprentissage, etc. En tant que présidente de région, je connais bien ce lycée puisque c'était dans mon ancienne région. Donc bien sûr, il fait très longtemps qu'on fait des choses, mais qu'on puisse rajouter des choses et des actions dans l'éducation nationale, bien sûr. Mais c'est petit par rapport à l'ampleur du problème. Arrêté, vous voyez, maintenant, les professeurs sont manquants, on les recrute par speed dating en un quart d'heure, les salaires ne sont pas revalorisés. C'est très stressant, là aussi, pour les parents. Ils se demandent, est-ce que l'école va encore permettre l'émancipation sociale? Est-ce que l'ascenseur social va encore fonctionner avec l'école publique? Ça, c'est un enjeu considérable. Une question de Louis de Ragnel? Je revenais sur ce que vous disiez sur Elisabeth Borne, parce que vous avez été la patronne d'Elisabeth Borne, elle était votre directrice de cabinet, donc vous la connaissez mieux que nous, en tout cas. Est-ce que dans sa manière de gouverner, elle vous surprend, ou si elle était déjà comme ça? C'était sa nature, son comportement?
quand elle était à vos côtés? Vous savez, à ce niveau de responsabilité, et vu la situation dans laquelle la France se trouve, ça ne m'intéresse pas de commenter le caractère de tel ou tel. Non, pas le caractère, mais même la manière de pratique de gouverner. C'est un collectif, c'est le président de la République qui est le clé de voûte des institutions. Donc c'est lui qui donne l'impulsion. Et ensuite, effectivement, il y a la Première ministre qui n'a pas forcément l'expérience non plus de gérer des conflits sociaux et d'être sur le terrain. Mais c'est un collectif, vous voyez. Donc, et puis c'est appliquer des règles démocratiques très simples. Il y a quand même une crise démocratique considérable. Il y a une triple crise. Il y a la crise parlementaire, puisqu'il n'y a pas eu de vote à l'Assemblée nationale. C'est quand même extravagant. À ce moment-là, s'il n'y a pas de majorité, on ne fait pas la réforme. C'est quand même assez simple. Ensuite, il y a une crise de la démocratie sociale, puisque les partenaires sociaux n'ont pas été associés. S'ils l'avaient été plus tôt, avec les contre-propositions qu'ils avaient à faire, notamment sur le financement des retraites et de la protection sociale, peut-être que le projet aurait été beaucoup plus équilibré. Et puis, il y a une crise démocratique, puisque 80% des Français se disent hostiles à la réforme. Donc, on ne peut pas continuer à faire en sorte, c'est quoi la surtout solution quand on a une majorité, mais c'est de retirer cette réforme et de passer aux choses sérieuses. Vous voyez, c'est important, la réforme des retraites. C'est la défense de l'emploi, c'est la défense de l'industrie, c'est la question des investissements pour limiter le réchauffement climatique, c'est la remise à niveau de l'hôpital public, c'est la remise à niveau de l'école, c'est remobiliser les jeunes, c'est de se demander que sont devenus les 3 millions. Vous savez qu'il y a 3 millions de jeunes aujourd'hui qui échappent à toute statistique. Ils sont ni au travail, ni en formation, ni à l'école, nulle part. Parce qu'ils n'ont pas récupéré leur stabilité après le confinement. C'est quand même terrible, ça. Il faut aller les chercher, il faut les remettre debout. Et pour ça, il faut des marges de manœuvre financières. Pardon ? Il faut des marges de manœuvre financières. Mais il faut déjà une volonté politique. Vous voyez ? Quelle est la vision de la société ? La vision de la société, ça doit être que tous les jeunes, aujourd'hui, soient soit en formation, soit au travail, soit à l'école. Déjà. Ce n'est pas le cas, puisqu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de dégâts du confinement. Et là, il n'y a pas eu de consolation, il n'y a pas eu de prise en compte de ce qui s'est passé pendant le confinement. Donc, il y a une vraie dégradation des populations vulnérables. Et tout cela, personne ne s'en occupe, puisque tout est focalisé, toute la dépense publique aujourd'hui, c'est sur le maintien de l'ordre. Parce que là, il n'y a pas de limite. Alors que dans l'hôpital, il y a des limites. Il y a des endroits où il y a des manifestations, où les services d'urgence ferment. Mais il y a des dizaines et des dizaines de policiers et de gendarmes. Et pendant ce temps-là, la délinquance explose parce que Emmanuel Macron se déplace et il faut déplacer avec tous les moyens et toute la dépense publique liée au maintien de l'ordre. Et les manifestations aussi, ça coûte très, très cher au budget de l'État. Donc, vous ne croyez pas que cet argent-là, si le calme revient... De toute façon, je vais vous dire, quand on préside un pays, ce pays doit être calme. C'est tout. Et chaque fois qu'il y a une explosion sociale ou une manifestation... c'est qu'il y a un problème. Parce que moi, je considère que les citoyens sont les meilleurs experts de ce qui les concerne. Et quand ils ont quelque chose à dire, il y a toujours une part de vrai. Donc, si vous considérez que la société française n'est pas telle qu'elle est, mais telle que vous voudriez qu'elle soit, c'est là où il y a un malentendu. Yohann Usaï. Aujourd'hui, quand on vous écoute, il n'y a absolument aucun doute. Vous êtes dans l'opposition à Emmanuel Macron. Ça n'a pas toujours été le cas. Vous l'avez soutenu à un moment donné. Il y a encore un an, quand on vous interrogeait, juste après sa réélection, vous disiez, si Emmanuel Macron m'appelle et me demande d'être sa première ministre, effectivement, je réfléchirai. Vous disiez, Matignon, ça ne se refuse pas. Aujourd'hui, quand on vous écoute, clairement, vous diriez non. Et vous ne trouvez pas que la situation du pays s'est énormément dégradée ? Il y a 80% des Français qui disent non aujourd'hui. Et à travers le monde, tous les amis de la France se demandent ce qui se passe. Tous les amis de la France souffrent avec nous de la situation du chaos dans lequel nous sommes. Ça ne suffit pas, des policiers blessés, des manifestants mutilés, les images que l'on voit tous les jours. Ça, depuis des semaines et des semaines, c'est incompréhensible. Aucun pays européen, aucun leader européen n'aurait pas déjà retiré la réforme. Aucun. Donc qu'est-ce que c'est que ce pouvoir ? Pourquoi et comment ? Et moi, je souhaite, je ne suis pas dans l'opposition, je souhaite que mon pays aille mieux. C'est pour ça que j'écris ce livre aussi, avec mon expérience. Nos voisins espagnols sont passés à 67 ans il y a quelques semaines sans aucun problème, sans aucune manifestation. Ce n'est pas exact. On a beaucoup opposé les pays européens les uns aux autres. On a regardé ce qui se passait ailleurs. Mais il y a la durée de cotisation qui est différente. Il y a soit la durée de cotisation, soit l'âge de départ. Deuxièmement, les retraites sont indexées sur l'inflation. Et en 2017, quand Emmanuel Macron est arrivé aux responsabilités, les retraites étaient indexées sur l'inflation d'une part, et d'autre part, il y avait les critères de pénibilité qui permettaient aussi de partir plus tôt. Ces deux éléments clés de la sauvegarde des retraites ont déjà été retirés. Et ils avaient dit à l'époque, c'est pour sauver le système de retraite. Alors pourquoi une nouvelle réforme ?
C'est ça qui est incompréhensible. À qui veulent-ils donner des gages? Et moi, je pense qu'ils veulent donner des gages au marché financier pour que les gens aient peur et qu'ils prennent des assurances privées, des assurances bancaires, des assurances dans le système privé, parce que les retraites, c'est 340 milliards d'euros, même un peu plus, et que ça a été promis aux assurances privées. Et si les gens ont peur, ils vont aller vers les assurances privées. Ils ont bien compris ça. Et comment ils vont les payer, leurs assurances privées? Et vous, est-ce que vous avez peur de la montée des populismes aujourd'hui dans notre pays? Est-ce que l'extrême gauche, incarnée par Jean-Luc Mélenchon, ne vous fait pas peur, Ségolène Royal? Pas du tout. Non. Quand il dit la police, mais moi, j'ai pas peur de la démocratie. Et j'ai pas peur des partis politiques. Donc, il y a aussi une tentative aujourd'hui de diaboliser les oppositions, notamment l'opposition à gauche. Plus d'ailleurs, curieusement, que de diaboliser l'extrême droite. C'est très curieux dans les discours politiques des dirigeants actuels. Pourquoi il y a ça? Je pense que c'est parce que, en diabolisant, si vous voulez, les porteurs de la colère, vous diabolisez aussi et vous disqualifiez le mouvement social. Il y a quand même, Ségolène Royal, il y a quand même des propos qui ont été tenus par Jean-Luc Mélenchon. J'en cite un. Le 1er mai, justement, juste avant la manifestation, Jean-Luc Mélenchon appelle à l'insurrection pour renverser l'ancien régime. Non, il n'a pas rappelé à l'insurrection. Ah, si, il a employé ces mots-là. Je vous assure. L'insurrection. Non, il a parlé de la mauvaise République. Et il y a eu deux propos. Alors, je ne pense pas qu'il y ait eu l'insurrection. Contre l'ancien régime qui est la 5e République. Madame Royal, vous trouvez qu'elle fonctionne bien, la République? Mais je pose la question. Est-ce que les Français pensent que la République... Il y a des propos qui sont très durs tenus par Jean-Luc Mélenchon. La mauvaise République, ça veut dire une République qui fonctionne mal. Est-ce que la République fonctionne bien aujourd'hui? Vous trouvez que la République fonctionne bien? Allez dire ça aux leaders du monde entier. Oui, la République française fonctionne très très bien. C'est tout. Donc la République, oui, elle fonctionne pas bien, la République. Et ça, que vous soyez de droite ou de gauche, peu importe les partis politiques, vous avez envie que la République fonctionne bien, que chacun soit à son poste, que chacun exerce ses responsabilités, qu'il y ait une fluidité dans la décision politique pour tenir compte de la vie des citoyens. Est-ce que ça fonctionne bien? Non. Refuser la cruauté du monde, le temps d'aimer est venu. Merci beaucoup, Ségolène Royal.